Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et revenir en 1969, tu verrais quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas un désert quelconque, il s'agit de l'une des plus puissantes chutes d'eau du monde, mais complètement à sec. Au cours de l'été et de l'automne 1969, pendant une durée de 6 mois, la partie américaine des chutes du Niagara est restée sans eau. Les chercheurs voulaient étudier la paroi rocheuse des chutes. Ils craignaient qu'elle ne devienne trop instable à cause de l'érosion. L'érosion est le processus par lequel les forces naturelles telles que l'eau et le vent usent les matériaux terrestres. Par exemple, si tu vois la glace d'un glacier devenir boueuse, cela signifie qu'il y a érosion. Les 3 chutes d'eau qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis forment ensemble ce qu'on appelle les chutes du Niagara. De la plus grande à la plus petite, ces 3 chutes ont été baptisées les chutes en fer à cheval, les chutes américaines et les chutes du voile de la mariée. Les chutes américaines se trouvent entièrement du côté américain, tandis que les chutes en fer à cheval se trouvent principalement du côté canadien, séparées par l'île de Goat. Les chutes du voile de la mariée, les plus petites, se trouvent du côté américain, mais sont séparées des autres par l'île Luna. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on pouvait aller à l'encontre de la puissance de la nature et empêcher de telles quantités d'eau de s'écouler. Mais on l'a fait. Il a fallu construire un barrage de 183 mètres sur l'énorme rivière Niagara pour arrêter ces chutes impressionnantes. Cela signifie qu'il a fallu détourner 227 000 litres d'eau par seconde pour que le reste du débit passe par les plus grandes chutes en fer à cheval, celles qui se trouvent entièrement du côté canadien de la frontière. Plus de 27 000 tonnes de roches ont été utilisées pour construire ce barrage. Plus d'1 millier de camions ont transporté ces roches durant la chaleur de cet été 69. Le 12 juin, les chutes américaines se sont arrêtées après avoir coulé sans interruption pendant plus de 12 000 ans. Les chutes en fer à cheval ont alors absorbé le débit supplémentaire pour que les recherches puissent être menées à bien. Mais les habitants étaient toujours inquiets. Ils savaient qu'il n'était pas possible de contrôler de telles quantités d'eau. Ils craignaient que l'eau ne prenne un autre chemin et ne provoque une inondation catastrophique. Ils craignaient aussi que les touristes ne viennent plus, si les équipes ne parvenaient pas à faire couler les chutes comme avant. Mais les touristes ont continué à venir, même cet été-là. Et ils ont eu la chance unique de voir quelque chose que personne n'avait jamais vu avant ou après. Pendant cette période, une passerelle temporaire a même été construite à 6 mètres seulement du bord des chutes asséchées. Elle a permis aux ouvriers de nettoyer le fond de ce qui était autrefois une rivière. Ainsi, les touristes pouvaient s'y rendre et y explorer le paysage sauvage des chutes qui étaient habituellement sous l'eau, hostile et inaccessible en temps normal. En explorant le fond asséché des chutes, les chercheurs sont tombés sur des millions de pièces de monnaie que les gens avaient jetées dans l'eau au fil des décennies, pour faire un vœu ou pour toute autre raison. Ils ont retiré la plupart de ces pièces et on peut se demander ce qu'ils ont fait de cet argent. Quoi qu'il en soit, depuis quelques décennies, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir ici. Imagine tout ce qu'ils pourraient trouver maintenant. De nouvelles pièces de monnaie, bien sûr, mais aussi des appareils photo perdus, des drones et des téléphones portables tombés, et d'autres objets que des visiteurs imprudents pourraient accidentellement avoir laissé tomber dans les chutes. L'idée de retirer toute l'eau et de transformer les chutes du Niagara en désert s'est avérée possible. Mais il faudrait peut-être recommencer. En 2020, les médias ont rapporté que 2 passerelles devaient être remplacées ou réparées. Rien d'étonnant à cela puisqu'elles ont près de 120 ans. Ces passerelles sont situées au-dessus des rapides. Les experts ont débattu de la question de savoir s'il fallait ou non détourner à nouveau l'eau. On parle beaucoup des chutes du Niagara et certains pensent qu'elles sont les plus hautes du monde, mais ce n'est pas le cas. Elles sont certes époustouflantes de beauté, mais en termes de hauteur, il existe près de 500 autres chutes d'eau dans le monde qui sont plus hautes que celles du Niagara. À commencer par le Salto Ángel au Venezuela, qui mesure plus de 915 mètres de haut. Mais ce qui rend les chutes du Niagara si particulières, c'est la quantité d'eau qui s'écoule. Les chutes d'eau très hautes n'ont généralement pas de gros débit. C'est la combinaison de ces énormes quantités d'eau et de la hauteur qui rend les chutes du Niagara si impressionnantes. De plus, elles font partie des chutes qui se déplacent le plus rapidement sur notre planète. La rivière Niagara est apparue après la dernière période glaciaire, en même temps que tout le bassin des Grands Lacs dont elle fait partie. Il y a 18 000 ans, cette impressionnante chute d'eau n'existait pas. Des nappes glaciaires d'une épaisseur de 1500 à 3000 mètres recouvraient la région du sud de l'Ontario. En se déplaçant vers le sud, les nappes glaciaires ont créé les bassins des Grands Lacs. Puis elles ont fondu, libérant d'énormes quantités d'eau dans les bassins. En général, l'eau que nous buvons est une eau fossile.
Seuls 1% d'entre elles se renouvellent tout au long de l'année, les 99% restants provenant des nappes glaciaires. La péninsule du Niagara n'a pas été sous la glace depuis près de 12 500 ans. Lorsque la glace a fondu, les eaux qui en ont résulté ont commencé à s'écouler par ce qui est devenu plus tard la rivière Niagara, le lac Erie et le lac Ontario. Il a fallu beaucoup de temps, mais l'eau a fini par éroder les falaises et former ces chutes spectaculaires. Tu as peut-être remarqué que la rivière Niagara est d'un vert étonnant. Cette couleur nous montre à quel point l'eau est puissante lorsqu'il s'agit d'érosion. Chaque minute, les chutes du Niagara crachent plus de 60 tonnes de minéraux dissous. C'est tout cela, ajouté au sel et aux roches finement broyées, qui donne cette couleur magnifique. Les habitants des États-Unis et du Canada, ou plus précisément les plus d'1 million de personnes ayant accès à la région, utilisent les eaux de la rivière Niagara à différentes fins. Par exemple, la pêche, l'approvisionnement en eau potable, les activités récréatives, natation, navigation de plaisance, observation des oiseaux, la production d'énergie hydroélectrique et bien d'autres choses encore. La première centrale hydroélectrique au monde a été construite à la fin du 19e siècle, juste à côté des chutes. Très vite, elle a commencé à porter ses fruits, car on pouvait en tirer de l'électricité. Mais cette électricité ne pouvait parcourir que 100 mètres et il fallait donc améliorer les choses. C'est Nikola Tesla qui a relevé le défi et apporté les modifications nécessaires. Il a découvert que l'électricité pouvait parcourir de longues distances en utilisant un courant alternatif. Aujourd'hui, les différentes centrales électriques des chutes du Niagara fournissent plus de 2 millions de kilowatts d'électricité. Fait intéressant, ce n'est pas seulement en 1969 que les chutes du Niagara se sont arrêtées. En 1848, l'eau n'a pas coulé pendant 40 heures. Les chutes étaient déjà très populaires auprès des touristes et constituaient une source d'énergie utile pour la population locale. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient paniqué. Mais cette fois, c'est la nature qui était en cause. La glace a bloqué la source de la rivière Niagara. Un fermier américain a été le premier à s'en apercevoir. C'était le 29 mars, et il est allé se promener juste avant minuit. Il s'est vite rendu compte qu'il n'entendait pas le puissant grondement des chutes. Il s'est rapidement rendu au bord de la rivière et est resté bouche bée. Il n'y avait presque plus d'eau. Les usines et les moulins ont dû fermer parce qu'ils dépendaient de cette eau. Les tortues ne savaient plus où aller, les poissons sont morts, certaines personnes se promenaient sur le fond de la rivière, ramassant les petites choses qu'elles y trouvaient en guise de souvenir. Mais 2 jours plus tard, le 31 mars, les gens ont entendu un grondement lointain venant de l'amont de la rivière. Il se rapprochait et s'amplifiait jusqu'à ce qu'un mur d'eau apparaisse devant leurs yeux. L'une des plus grandes attractions du monde, que des millions de touristes visitent chaque année, était de nouveau en activité, magnifique et finalement invincible, comme la nature doit l'être. Les voyages en voiture sont amusants, mais il arrive que l'on se retrouve coincé sur la route pendant des heures. Il semble parfois qu'il n'y ait aucune raison. C'est comme si un embouteillage surgissait de nulle part pour gâcher ton voyage. Intéressons-nous à ces files de véhicules qui peuvent durer des kilomètres. Tu peux te demander, est-ce vraiment si grave? La route finira bien par être dégagée, non? Certains des pires embouteillages de tous les temps pourraient répondre à cette question pour nous. Dans l'histoire américaine, les embouteillages remontent aux années 60. En 1969, le Festival de la musique et des arts s'est tenu à New York. Le nombre de personnes se rendant à celui-ci était bien plus important que que les organisateurs avaient prévu. Au final, les voitures sont restées bloquées pendant 8 heures sur la New York State Thruway. En 2005, environ 2,5 millions de personnes ont dû évacuer le Texas en raison d'une catastrophe naturelle. Comme tout le monde a pris sa voiture à peu près en même temps, ils ont créé collectivement un embouteillage de 160 km sur l'autoroute inter-État. Il a fallu près de 2 jours pour dégager la route. Au cours de l'hiver 2011, un blizzard s'est abattu sur Chicago, dans l'Illinois. La neige a provoqué de nombreux accidents graves. Les gens ont passé plus de 12 heures dans leur véhicule. Leur voiture était ensevelie sous la neige. On aurait dit une scène de film. Bien entendu, les embouteillages ne sont pas des cataclysmes propres aux États-Unis. En 1980, des centaines de personnes ont créé en France un embouteillage de près de 170 km de long. Que se passe-t-il si des centaines de personnes reviennent d'un séjour au ski à peu près en même temps? Un énorme embouteillage qui entre dans les critères du Guinness Book des records. Les conducteurs ont dû rouler au pas en raison des mauvaises conditions météorologiques. Après cette expérience éreintante, ils ont probablement dû s'empresser de poser de nouvelles vacances. Peut-être un petit massage avec ça? Un autre record du monde nous vient de Sao Paulo.
Imagine que tu restes coincé dans ta voiture sur 290 km. Ce cas date de 2009, mais le trafic intense est un problème majeur pour cette ville en général. Quel que soit le jour ou l'heure, la ville connaît toujours des embouteillages sur certains axes. Los Angeles partage le même sort que Sao Paulo. La ville n'est pas seulement célèbre pour Hollywood et d'autres installations somptueuses. C'est aussi un endroit où l'on peut vivre l'heure de pointe la plus longue au monde. À tel point que le temps moyen passé par un conducteur dans les embouteillages est d'environ 100 heures par an. Le blizzard, le brouillard extrême ou les accidents sont des raisons valables pour les embouteillages, mais parfois, il n'y a pas de raison évidente. D'abord, le trafic ralentit. Puis il s'arrête complètement. Il peut s'écouler des heures ou seulement quelques minutes avant que les voitures ne se remettent en mouvement. Et soudain, tu te retrouves lancé à vive allure dans une file complètement dégagée. Y a-t-il eu des travaux sur la route? Ou, je ne sais pas, des tonnes de pommes déversées sur la chaussée par un camion? Les causes des embouteillages sont multiples, à commencer par nous, les humains. Apparemment, le délai de réaction des conducteurs influe sur la taille et la formation des embouteillages. Si ces derniers ne perçoivent pas et ne réagissent pas au bon moment, le trafic devient incohérent. La réaction tardive d'un conducteur se répercute sur les autres. Cela crée un effet d'accordéon. Des études révèlent que le facteur humain a une incidence considérable sur les embouteillages. Environ 650 000 conducteurs utilisent leur téléphone portable au volant. C'est l'une des raisons pour lesquelles la faculté de perception et le temps de réaction des conducteurs diminuent. Un mauvais comportement au volant peut ainsi entraîner des embouteillages d'origine virtuelle, pour ne pas dire surnaturelle. On reviendra plus tard sur ces fameux embouteillages fantômes. Nous ne pouvons évidemment pas nous transformer en robots. Même si nous ne regardons pas notre téléphone ou si nous ignorons les pensées qui nous habitent, nous ne pouvons pas, par exemple, faire en sorte que tous les conducteurs réagissent à la même vitesse comme par magie. Pour cela, nous pouvons compter sur l'aide de la technologie. Les voitures autoconduites peuvent respecter les ralentissements avec plus de précision que nous. En théorie, ces types de voitures peuvent être efficaces pour résoudre un tel problème. Les humains sont-ils les seuls responsables de la circulation automobile? Non. Il arrive que les ordinateurs fassent des erreurs et que les panneaux de signalisation cessent de fonctionner. D'autres fois, les feux verts ne durent pas assez longtemps. Tu t'arrêtes au feu rouge, 4 voitures devant toi tournent et boum, le feu repasse au rouge. Une file d'attente se forme. Il y a aussi des erreurs d'ingénierie et certaines zones de circulation sont tout simplement surexploitées. Le système de transport en commun y est déjà en surcharge, mais le réseau routier est inadapté à la demande. Des raisons plus évidentes, telles que les mauvaises conditions météorologiques et les accidents, bloquent également le trafic. Certains itinéraires sont dépourvus d'options de transport public, de sorte que les gens n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour atteindre leur destination. Oh, et tu peux ajouter à la liste les travaux de construction, les fermetures de voies ou les blocages de stationnement en double file. Nous pouvons maintenant nous pencher sur les embouteillages fantômes. Imagine que tu sois sur une route déjà très fréquentée. Un conducteur freine brutalement pour éviter de percuter la voiture qui le précède. Ce conducteur n'a pas respecté une règle simple, la distance de sécurité. Tu dois laisser de la place entre les voitures qui te précèdent et celles qui te suivent. Si les gens voient la densité du trafic devant eux, ils doivent savoir lever le pied de l'accélérateur au bon moment. Cela permet d'éviter les embouteillages. Si une personne attend la dernière seconde pour freiner, elle ralentit tout le monde. Cette réaction en chaîne peut également être provoquée par une bosse sur la route. Une voiture freine et celle qui la suit freine un peu plus qu'elle ne le devrait, et ainsi de suite. Le plus intéressant, c'est que même lorsque les voitures sortent de cette vague dans le flux du trafic, la vague elle-même ne disparaît pas. Elle dérive lentement vers l'arrière, dans le sens inverse de la circulation. Des chercheurs japonais ont expérimenté sur ce phénomène. Ils ont placé 22 conducteurs sur une petite route circulaire. Ceux derniers roulaient à la même vitesse et gardaient le même espace entre eux. Cependant, même dans ce petit cercle contrôlé, des vagues de circulation se sont formées. Cette expérience a prouvé que les conducteurs individuels étaient un facteur important dans le blocage du trafic. Toutefois, les changements de comportement ne mettent pas complètement fin aux embouteillages fantômes. Des études montrent que même si toutes les voitures circulent en suivant exactement les mêmes règles et qu'aucun conducteur ne fait quoi que ce soit de mal, ces ondes peuvent quand même se produire. S'il y a suffisamment de voitures sur l'autoroute, les gens auront beau déployer tout leur talent de pilote, des embouteillages fantômes se formeront. Parce que nous sommes avant tout des êtres humains et que nous ne pouvons pas éliminer le facteur d'erreur humaine, même si nous le voulions. Y a-t-il une lumière blanche au bout du tunnel? Oui. Il y a bien des choses que les ingénieurs peuvent faire pour éliminer ces blocages. Si les routes sont droites et lisses, le risque de ralentissement diminue. Les conducteurs ne freineront pas brusquement. Sachant cela, les ingénieurs ont conçu la plupart des autoroutes aussi droites que possible.
Ils ont également mis en place des limitations de vitesse variables pour réduire ces embouteillages. Ces types de limitations de vitesse sont comme des caméléons. La vitesse maximale autorisée est affichée sur des panneaux de signalisation électronique et change en fonction des conditions météorologiques et de l'état de la route. Comme la limite de vitesse est flexible, les zones menant à un embouteillage fantôme sont également contrôlées. Les conducteurs ralentissent progressivement. Les gens passent des heures dans les embouteillages chaque jour pour se rendre au travail. C'est une perte de temps, d'énergie et de productivité. Ces embouteillages nous tapent sur les nerfs, mais ils coûtent aussi très cher. Selon les experts, ils coûteraient ainsi chaque année environ 179 milliards de dollars à l'économie américaine. Si tu fais partie de ces usagers du quotidien, voici ce qu'il faut absolument avoir dans ta voiture au cas où tu serais pris dans un embouteillage. La principale caractéristique d'un embouteillage est que tu sais rarement quand il peut se produire. Une trousse de premier secours est indispensable pour cette occasion. Il en va de même pour les médicaments. Des snacks, oui, car tu ne veux pas être affamé au beau milieu d'une autoroute et une barre chocolatée peut facilement te remonter le moral dans un embouteillage. Tu peux ajouter à la liste des désinfectants pour les mains et des lingettes humides. Un chargeur de téléphone est également indispensable. Il est important pour la communication, mais aussi, tu sais, pour faire défiler Instagram ou regarder des vidéos de chats amusantes, ce qui te met également de bonne humeur. Coussins, oreillers et couvertures. N'hésite pas à faire une micro-sieste de temps à autre. As-tu un souvenir d'embouteillage que tu voudrais effacer à jamais de ta mémoire? Si c'est le cas, raconte-nous. Urbania, on dirait le nom d'une ville de conte de fées, mais détrompe-toi. Cette commune existe bel et bien. Elle se trouve en Italie centrale, et son nom n'est pas ce qu'elle a de plus étrange. Chaque année, le journal et la télévision locale publient une étrange prévision météorologique basée sur des quartiers d'oignons. Oui, tu as bien entendu. Les Italiens de cette région attendent tous les ans avec impatience cette insolite prévision. La tradition remonte au Moyen-Âge, et c'est une institutrice qui la perpétue. Tous les 24 janvier, elle coupe un oignon jaune en 4. Puis elle le divise encore, 12 morceaux pour chacun des mois de l'année. Elle les place sur sa planche à découper dans sa cuisine en les orientant vers l'est. Le lendemain matin, l'oignon est prêt à être interprété. Parce qu'elle les a saupoudrés de sel, les morceaux ont changé de texture. La femme peut maintenant les lire et prévoir le temps qu'il fera cette année-là. Elle fait cela depuis 3 décennies. Avant elle, c'est son père qui le faisait. Avant lui, son grand-père. Tu as compris. La lecture de l'oignon est une tradition familiale. Selon les archives historiques, cette pratique existe depuis des siècles à Urbania. Autrefois, les fermiers utilisèrent cette méthode pour leurs récoltes. Il était important de savoir exactement quand planter les graines et quand effectuer la moisson. Il fallait être précis. Et jusqu'au début du XXe siècle, les habitants faisaient davantage confiance aux oignons qu'aux prévisions météorologiques officielles. Ce n'est pas surprenant. Les premières prévisions basées sur des données scientifiques furent publiées dans un journal britannique en 1861. Avant cette date, les gens faisaient toutes sortes de choses pour prédire la météo. Les méthodes utilisées nous semblent souvent amusantes aujourd'hui. Connais-tu la chenille Dizzy Isabelle? C'est une espèce originaire des États-Unis et du sud du Canada. La légende veut que l'on puisse déterminer la rigueur de l'hiver à venir en observant la couleur de cet animal. Si la couleur brune est dominante, l'hiver sera doux. Voilà une bien drôle de façon de prédire le temps. Mais, crois-le ou non, cette méthode repose bien sur des bases scientifiques. Tu sais ce qu'est un entomologiste? Oui, c'est un scientifique qui étudie les insectes. Leurs recherches ont montré que la couleur de la chenille est liée à la quantité de nourriture qu'elle a ingérée. Mais il y a un hic. La couleur révèle en fait la rigueur de l'hiver de l'année précédente. La chenille Dizzy Isabelle est donc plutôt douée pour prédire le passé. On croit souvent que les coccinelles portent chance, mais elles ont plus d'un tour dans leur sac. Connais-tu le dicton suivant? Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte la chaleur? Non, il n'est pas fantaisiste. Lorsqu'il fait chaud dehors, ces adorables insectes sortent de leur cachette. Mais quand la température baisse avant une averse, elles partent vite se mettre à l'abri. Les grenouilles peuvent aussi prédire la pluie. Juste avant la première goutte, ces amphibiens coassent plus fort. Ils le font en réalité parce qu'ils sont sur le point de s'accoupler. Les grenouilles pondent leurs œufs dans l'eau douce. S'il pleut, le niveau de l'eau des étangs augmentera. Et l'animal aura plus de chances de trouver un partenaire.
Et tes parents t'ont-ils dit de te tenir à l'écart des nids de frelons? Ils avaient raison, mais les nids d'abeilles, de guêpes et de frelons sont d'excellentes stations météorologiques. Lorsque ces insectes construisent leurs nids plus haut que d'habitude, il faut s'attendre à un hiver plus froid. En effet, les frelons ne survivent pas à des températures inférieures à 10 degrés Celsius. Ils chercheront donc à tout prix à se mettre au chaud pour la saison froide. Il y a un animal qui prend un peu de poids à l'approche de l'hiver. La prochaine fois que tu fais une randonnée à la fin de l'automne, observe les écureuils. S'ils semblent plus dodus que d'habitude, c'est que l'hiver sera froid. Tu te souviens de Scrat dans l'âge de glace? L'écureuil hyperactif qui court toujours derrière un gland? Lorsqu'un écureuil se comporte comme Scrat, c'est le signe que l'hiver sera long. Ceux rongeurs font des réserves avant que Mère Nature ne ferme boutique. Il y a plus de toiles d'araignée que d'habitude chez toi. C'est simplement que ces petites bêtes sentent le mauvais temps approcher. Et si les toiles sont plus grandes que d'ordinaire, c'est qu'elles essaient d'attraper plus de proies. C'est ainsi qu'elles se préparent à l'hiver. Le bétail, lui, se prépare en se faisant pousser une fourrure plus épaisse. Si tu vis à la campagne et que tu vois des moutons bien laineux, c'est que tu ferais bien de t'acheter un bon manteau. Y a-t-il des taupinières dans ton jardin? Tu peux trébucher dessus, mais tu peux aussi les utiliser comme de petites stations météorologiques. Plus elles sont profondes, plus l'hiver sera rude. Laissons ces animaux se reposer un peu. Regarder le ciel permet aussi de connaître le temps qu'il fait. Il existe une théorie populaire selon laquelle chaque jour de brouillard en août équivaut à un jour de neige en hiver. Un calcul assez précis pour une simple croyance. Et puis, il y a la Lune. La science sait déjà qu'elle influence les marées océaniques. Après tout, le dicton lune claire, gelée prochaine, est bien connu des agriculteurs. Lorsque la lune brille dans un ciel sans nuages, il fera frais le lendemain matin. L'observation des nuages donne également des indications sur la météo. Des nuages blancs et hauts indiquent une journée claire et ensoleillée. Lorsque leur couleur vire au noir et qu'ils sont bas dans le ciel, il faut s'attendre à de la pluie. Et qu'en est-il de leur forme? S'ils sont en lambeaux, ouvre ton parapluie. Il va bientôt pleuvoir. Tu te souviens des oignons dont je parlais au début? Ce ne sont pas les seules plantes à pouvoir prédire la météo. Dans les monts Ozarks, il existe une croyance concernant les kakis. Lorsque tu coupes en deux la graine de ce fruit, observe la forme qu'elle prend à l'intérieur. Si elle ressemble à une cuillère, il faut s'attendre à de la neige. Mais si elle ressemble à une fourchette, la saison sera clémente. Si tu vois un couteau, le temps sera venteux et glacial. Cette étrange prédiction basée sur les couverts n'est pas dénuée de logique. Les kakis américains mûrissent en septembre et en octobre. Il n'est donc pas surprenant qu'on les utilise pour s'enquérir de l'hiver à venir. Les États-Unis sont le deuxième producteur de pommes au monde. Nous pouvons donc tester une autre théorie. Si les pommiers produisent plus de fruits que d'habitude, c'est que l'hiver sera rude. Il y a deux explications à cela. La première est que les pommiers produisent plus de nourriture pour les animaux. La seconde est qu'ils cherchent ainsi à maximiser le nombre de graines, au cas où les pousses ne résisteraient pas à la vague de froid. Les noyers peuvent également nous renseigner. Les noix ont une coquille plus épaisse lorsque l'hiver à venir sera plus froid que d'habitude. Il en va de même pour le carrier et le chêne. Les pommes de pin sont plus qu'une simple décoration. Si la pomme reste ouverte, c'est qu'il va faire beau. Les pommes de pin ouvrent leurs écailles par temps chaud et sec. Elles répandent ainsi leurs graines le plus loin possible. Mais lorsque le temps se gâte, elles se referment. L'air froid et humide empêche les graines de se disperser correctement. De nos jours, personne ne va plus dans la forêt pour voir si les écureuils sont bien dodus. On ne sort pas non plus sa règle pour mesurer les pommes de pin. Toutes les informations météorologiques dont nous avons besoin se trouvent sur nos smartphones et sur Internet. Depuis les années 50, les ordinateurs ont pris en charge les prévisions météorologiques. Mais il arrive qu'elles soient erronées. Il est particulièrement difficile de prédire la météo à long terme, car les facteurs sont extrêmement nombreux. Le vent, l'humidité, la température, la pression atmosphérique et les nuages ne sont que la partie émergée de l'iceberg météorologique. Bien qu'il ne s'agisse que d'une tradition, l'interprétation des oignons n'est peut-être pas si ridicule après tout. Et puis la gentille institutrice prépare un bonne soupe après son bulletin annuel.
Les cavernes de marbre au Chili sont l'une des merveilles naturelles les plus lointaines du monde. La cathédrale, la chapelle et la grotte sont les 3 principales attractions. Il s'agit d'un ensemble noir et blanc de cavernes, de colonnes et de tunnels en marbre. Les vagues les façonnent depuis des milliers d'années et elles sont toujours aussi fortes. Les grottes et les vagues d'eau turquoise s'associent pour créer un superbe spectacle de lumière. Lorsque l'été commence, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Le Caño Cristales, également connu comme le plus beau fleuve au monde, brille en 5 couleurs, rouge, noir, vert, bleu et jaune. Il a cette apparence pendant 6 mois par an, grâce à une plante aquatique particulière qui produit toutes ces couleurs. Elle a besoin d'une quantité parfaite de soleil et d'eau pour opérer sa magie. La rivière de Daoki, en Inde, est le rêve de tout kayakiste. Elle est couleur émeraude et si transparente que l'on peut voir jusqu'au fond. Des galets, des pierres et de beaux poissons, les bateaux de pêche colorés semblent flotter sur du verre. Les seuls sons que tu peux entendre sont le gargouillis de la rivière et le passage occasionnel d'un oiseau. L'un des villages les plus propres du monde n'est pas loin de la rivière Émeraude. Il compte 3 nettoyeurs de rue qui travaillent tous les jours, même en cas de forte pluie. Les habitants plantent des fleurs et des buissons dans tout le village et les voitures ne sont pas autorisées. Les frais de parking des touristes servent à payer encore plus de nettoyage des rues. La peine pour abandonner des détritus, une amende ou même la prison. Le Blue Lake, en Nouvelle-Zélande, est l'un des lacs les plus clairs au monde. C'est comme si on regardait de l'eau distillée. On peut même voir des nuances de bleu-violet, ce qui est vraiment rare. L'eau provient de son voisin, un lac glaciaire. Les Maoris locaux ne te permettent pas de te baigner dedans. Tu ne peux même pas y tremper tes pieds. Ils pensent que le lac possède des pouvoirs spéciaux. La plage de Luskentyre est une étendue infinie de dunes de sable blanc et d'eau parfaitement bleue. Mais ne te laisse pas tromper par cette ambiance tropicale. Elle se trouve en Écosse. C'est pourquoi elle est belle de mai à juin. En décembre, l'endroit ne reçoit qu'1 heure de soleil par jour, ce qui lui donne un aspect plutôt morose. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Yuzaigu, en Chine, passe du jaune au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois même à la couleur corail, dont j'ignorais l'existence. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne s'assèche jamais comme certains de ses voisins. La légende locale prétend qu'il est fait avec les morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée qui l'entoure possède certaines collines classiques, avec des grottes en surface, des chutes d'eau spectaculaires, environ 140 oiseaux différents, et quelques pandas géants et autres plantes et animaux en voie de disparition. L'océan austral, près de l'Antarctique, possède l'air le plus pur au monde. Il est tellement clair que les scientifiques n'ont pratiquement pas trouvé d'ADN à analyser, juste quelques bactéries marines. L'Antarctique est composé à 99% de glace et possède des glaciers bleus époustouflants, des volcans actifs et les meilleures images de neige écroustillantes du monde. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus calmes du monde. Les gardes forestiers mesurent souvent ici le son à 0. Son nom en hawaïen signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan vieux d'1 million d'années. La lave s'est accumulée au fil des ans et s'est transformée en une montagne. Elle a son propre climat et son propre temps, qui est presque impossible à prévoir. Maintenant, il faut presque 1 semaine de bateau pour aller de l'Afrique du Sud jusqu'à la localité la plus isolée du monde, Édimbourg des 7 mers. C'est quand même chic comme nom. Tu dois obtenir une autorisation spéciale des autorités locales pour t'y rendre. Les quelques 300 habitants te traitent tous comme des membres de la même famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt de Daintree en Australie est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années et abrite 12 000 types d'insectes et environ 90% de la population australienne de papillons et de chauves-souris. Elle abrite également environ 3000 espèces de plantes différentes. L'archipel Bazaruto, dans l'océan Indien, possède un sable blanc comme du cristal et des récifs coralliens que personne n'a touchés, et presque aucun touriste. C'est une réserve marine officielle, la pêche commerciale y est donc interdite. On peut cependant encore voir des pêcheurs dans de vieux bateaux traditionnels. C'est pourquoi les coraux sont encore en parfait état. Bazaruto abrite aussi quelques-uns des derniers siréniens. Une mystérieuse bambouseraie émeraude est située à quelques minutes du train de Kyoto. C'est comme un portail vers un autre univers. Les grincements et bruits de fond en font l'un des 100 meilleurs paysages sonores du Japon. Des artistes locaux fabriquent des paniers, des dessous de verre et des baguettes, tous faits à partir du bambou. La forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, est célèbre pour ses 2 cèdres vieux de 1000 ans, ses chutes d'eau couvertes de mousse, son eau de la couleur du granit et ses ruisseaux cristallins. Elle abrite le rare ours Kermode, de couleur crème, également connu sous le nom d'ours esprit. On trouve des cerfs de Sitka, des loups gris, des cougars, des chèvres de montagne, des orques, des saumons, des otaries, des loutres de mer, des baleines à bosse. Tu vois le tableau.
Le secret de cette couleur de Barbapapa à Pixen Beach à Barbuda est qu'elle est faite de coraux écrasés avec de minuscules choses rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette célèbre teinte rose quand les vagues sont assez fortes. Cet endroit n'a pas d'installation prévue pour recevoir du public et donc il est beaucoup moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Et c'est pourquoi il est si propre. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picanini en Australie. L'eau souterraine est remontée lentement jusqu'à la surface à travers tout ce calcaire. Elle a formé une grande caverne sous-marine avec des parois d'une blancheur étonnante. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais cela vaut vraiment la peine. La Laponie en Finlande a un air parmi les plus purs au monde. Elle possède également des aurores boréales spectaculaires, des arbres parsemés de neige et des paysages d'une blancheur infinie. Les premiers humains sont arrivés ici il y a environ 7000 ans. C'étaient principalement des éleveurs de rennes et aujourd'hui il y a plus de rennes qu'il n'y a d'hommes et les rennes ne polluent pas vraiment. Le parc national des lacs de Plitvice est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Croatie. Il compte 16 lacs clairs et colorés, tous connectés par des chutes d'eau. On peut y trouver des cerfs, des ours, des loups, des sangliers et des oiseaux rares qui errent et profitent de cette nature intacte. C'est un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors ils doivent le garder propre. Il y a 60 millions d'années, un grand volcan s'est réveillé en colère dans l'actuelle Irlande du Nord. Il a craché un tas de basalte fondu, un type de lave particulier. Elle s'est refroidie et s'est transformée en 40 marches imbriquées les unes avec les autres qui mènent jusqu'à la mer. La légende locale prétend que leur forme est parfaite, parce qu'elles ont été fabriquées par un géant irlandais. Il a dû construire une route vers la mer pour atteindre son ennemi en Écosse. Badabisurt, dans le nord de l'Iran, possède des terrasses en travertin uniques. En fait, c'est un énorme escalier. Cela a pris des milliers d'années à se former. 2 sources d'eau chaude minérale différentes coulent vers le bas, laissant derrière elles une boue gélatineuse. La pente a pris la forme d'un escalier lorsque l'eau s'est refroidie. Et les sources sont toujours actives. L'une a des propriétés curatives, l'autre produit une poussière qui rend l'eau orange. Quand le soleil paraît, tout devient rouge, orange et jaune. La Laguna Colorada est un lac salé en Bolivie. C'est un véritable aimant pour les photographes du monde entier. Elle tire sa couleur rouge cramoisie des algues et des riches minéraux présents dans l'eau. Elle est entourée de plaines désertiques de haute altitude, de volcans, de boue bouillonnante, de neige et de rochers avec des formes étranges. Elle abrite 3 des 6 espèces de flamants du monde qui viennent ici pour se remplir de plancton. Les flamants naissent blancs mais deviennent roses à cause de toutes ces algues rouges. La rivière enchantée d'Inatuan est l'un des joyaux naturels qui demeurent parmi les plus intacts et les plus secrets des Philippines. Elle est cachée derrière des montagnes et personne ne sait vraiment d'où vient son eau. Il y a beaucoup de poissons colorés qui nagent autour. Mais d'où viennent-ils? Où vont-ils? Personne ne le sait. La rivière semble peu profonde, mais personne n'a jamais réussi à mesurer sa profondeur. Seuls quelques touristes en quête de sensations fortes visitent cette mystérieuse rivière pour plonger dans ses grottes. Le lac Pangong, dans l'Himalaya, est le plus haut lac salé du monde. Il n'abrite aucune vie aquatique en raison de sa salinité, mais c'est un endroit parfait pour l'observation des oiseaux. Lorsqu'il fait un peu plus chaud, le lac change constamment de couleur, passant du bleu au vert et même au rouge. En hiver, c'est surtout de la glace. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à 1 an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser $40 000 par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ses vols. Si tu as une longue escale entre 2 vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vante un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement, l'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté.
Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et font le tri en fonction de la destination. Les 3 tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage ? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité.
En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $, après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur avant que leur journée de travail ne commence. Les employés mettent
mettre des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard, tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retriever, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles, mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur
un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça, enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Vous faites erreur sur la personne? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum, à condition qu'elle ne soit pas trop grande, et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes.
Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue. Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier 2 fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente. Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances, plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord. Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lame peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pains de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier 2 fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main, ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci.
Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord, mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et préviens la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage! Tu viens de réserver des vacances à la dernière minute et il te reste 3 heures avant le vol. Tu attrapes tout ce que tu peux, tu le jettes dans une valise, tu ajoutes une crème solaire et tu te précipites à l'aéroport. Tu passes la sécurité en courant et tu arrives 1 minute avant la fermeture de l'enregistrement. Un sympathique agent de la compagnie aérienne te demande de mettre ta valise sur la balance et ajoute des informations dans le système de manutention des bagages. Ta valise reçoit une étiquette avec un code-barre unique à 10 chiffres. Elle contient des informations sur ton vol. De nombreux aéroports et compagnies aériennes utilisent une nouvelle technologie avec des puces d'identification par radiofréquence pour suivre les bagages en temps réel. Cela devrait les aider à résoudre le problème des bagages perdus et retardés. Ta valise disparaît donc derrière le rideau en caoutchouc. Son voyage épique sur le tapis roulant commence maintenant. Dans les grands aéroports, il se poursuit sur des kilomètres comme sur des montagnes russes avec des milliers d'autres bagages qui voyagent en même temps. Attention au virage à droite et maintenant à gauche. Oups, un des bagages vient de basculer sur un autre tapis. Espérons qu'il a les bonnes étiquettes et qu'il prendra le bon vol. Un autre virage, c'est comme une autoroute très fréquentée en heure de pointe. Premier arrêt, le contrôle de sécurité. Les bagages sont scannés avec une machine à rayons X et souvent avec des renifleurs de produits chimiques. Si quelque chose semble suspect dans un bagage, il sera également inspecté à la main. Tout est OK. Ton bagage arrive dans un immense entrepôt. Là, des robots ou des employés passent en revue les bagages pour les envoyer dans le bon avion. Ils peuvent scanner l'étiquette que ta valise a reçue à l'enregistrement. Certains bagages restent au point de tri pendant un certain temps. Ils doivent être envoyés vers des vols qui décollent plus tard. Ta valise est placée sur un chariot à bagages avec plein d'autres. Les agents de piste de l'aéroport contrôlent le processus. Le remorqueur à bagages tire le chariot sur le tarmac. Les bagagistes les chargent dans l'avion qui peut ensuite décoller. Lorsqu'il atterrit à ta destination, une autre équipe de bagagistes l'accueille. Ils déchargent tous les bagages et les emportent au terminal. Cette fois, le voyage est beaucoup plus court. Ta valise va directement sur le carrousel à bagages et tu es heureux de la retrouver. Ce scénario idéal fonctionne environ 99% du temps. Si tu as un vol de correspondance, ton bagage sera déplacé de ton premier avion à ton deuxième. Si tu manques ton vol de correspondance par ta faute, ton bagage se rendra au deuxième avion sans toi et t'y attendra. Si ton escale est inférieure à 60 minutes, que l'agent d'enregistrement étiquette mal ton bagage par accident ou que l'étiquette se détache en chemin, ton bagage peut se perdre. Lorsque la compagnie aérienne comprendra ce qui s'est mal passé, elle l'enverra sur le prochain vol vers ta destination. S'ils ne peuvent pas le retrouver ou si tu ne le réclames pas dans les 90 jours, le contenu de ton sac peut aller à des œuvres de charité ou être vendu comme article d'occasion. Les objets non réclamés les plus insolites finissent dans des musées spéciaux. Des artefacts de l'ancienne Égypte, une énorme émeraude non taillée, un violon des années 1770, un système de guidage naval et une réplique d'une armure du 19e siècle ne sont que quelques exemples de ces objets non réclamés. Les agents de sécurité confisquent aussi des centaines de milliers d'articles chaque année. Chacun d'entre eux sont jetés, d'autres sont donnés à des organisations à but non lucratif ou à des écoles. Et des objets comme les sprays d'autodéfense sont utilisés à des fins d'entraînement. Pour augmenter tes chances de retrouver ton bagage sans encombre, enregistre le plus tôt possible. De cette façon, la compagnie aérienne aura suffisamment de temps pour mettre ton bagage dans le bon avion. Tu peux aussi vérifier que l'agent a bien imprimé le bon code à 3 lettres de l'aéroport vers lequel tu t'envoles sur l'étiquette de ton bagage. Avant d'enregistrer ton bagage, étiquette-le à l'extérieur et à l'intérieur. N'écris pas l'adresse de ton domicile sur l'étiquette extérieure. Des cambrioleurs peuvent utiliser cette information pour s'introduire chez toi pendant que tu es en vacances. Tu peux laisser l'adresse de ton bureau ou simplement mentionner ton numéro de téléphone ou ton adresse email. Avec du ruban adhésif, colle une carte avec ton nom et ton adresse sur le rabat intérieur de ton bagage. Si l'étiquette extérieure tombe, les agents des compagnies aériennes pourront identifier le sac grâce à l'étiquette intérieure. Enlève toutes les anciennes étiquettes des vols précédents. Le personnel de l'aéroport doit manipuler des milliers de bagages chaque jour et n'a qu'une seconde pour le tien. Ils peuvent facilement faire une erreur s'ils regardent la mauvaise étiquette. Assure-toi que toutes les poches et tous les compartiments de ton bagage sont bien zippés et fermés.
Ne laisse pas de sangles qui pendent et n'attache pas des choses comme des chaussures lacées à la poignée. Les bretelles de ton sac ne doivent pas non plus pendre dans toutes les directions. Si elles s'accrochent à quelque chose sur le tapis roulant, le sac pourrait être abîmé ou perdu. Fais une liste de tous les articles, ou au moins des plus chers, dans ton téléphone. Prends une photo de l'extérieur et du contenu de ton bagage. Si tu dois faire une réclamation pour un sac perdu ou un article manquant, les photos te seront d'une grande aide. Tu peux aussi imprimer une copie de la photo et la laisser à l'aéroport pour les aider à trouver ton sac plus facilement. Ne mets pas de liquide dans la poche avant ou sur le dessus de tes affaires. Lorsque les bagagistes jettent ton bagage sur le chariot, la bouteille de shampoing ou de lotion peut être endommagée et fuir. Couvre les bouteilles de liquide avec du ruban adhésif et mets-les dans un sachet en plastique zippé. Range ensuite ce sachet dans le compartiment principal. Mets les articles les plus lourds au fond de ton bagage, près des roulettes s'il en a, et emballe tes affaires de façon compacte. Ainsi, ta valise sera plus stable. Marque ton bagage avec un ruban brillant, une étiquette ou un autocollant original. Ajoute du ruban adhésif jaune, mets une housse super colorée, en tout cas, fais-le ressortir. Ainsi, personne ne le prendra avant toi par accident à la réception des bagages. Choisis une valise étanche et n'achète pas celle qui a l'air la plus chère, sinon elle va attirer l'œil des voleurs. Si tu emportes beaucoup d'affaires, achète un pèse-bagages et utilise-le avant de partir pour l'aéroport. Ne t'approche pas trop de la limite de poids. Les balances à bagages de l'aéroport peuvent être un peu faussées et tu devras payer un supplément pour l'excédent de poids. Planifie tes tenues avant de faire ta valise et porte les vêtements les plus lourds pendant le voyage. Roule tes vêtements pour éviter les plis et gagner de l'espace. Mets tes chaussettes et tes sous-vêtements dans un petit sac en tissu réutilisable. Emballe tes chaussures dans un bonnet de douche pour que le sac reste propre. Au retour, remplis ces chaussures et autres objets creux, de souvenirs ou de bibelots. Mets une feuille de séchage de linge dans ton bagage pour que tes vêtements sentent bon. N'emporte pas de produits alimentaires qui périssent rapidement. Si ton bagage est retardé, il risque de pourrir. Ajoute un verrou spécial à ton bagage que les agents pourront ouvrir en toute sécurité avec un passe-partout, s'il est sélectionné au hasard pour un contrôle supplémentaire. Si tu le sécurises avec un verrou non compatible, ils devront le casser pour ouvrir ton bagage, et ce dernier poursuivra son voyage sans aucune protection. Opte pour un cadenas à code plutôt qu'à clé. Tu peux facilement perdre ces petites clés de cadenas en voyage, et tu devras ensuite casser le cadenas une fois arrivé à ta destination. Les codes à 3 chiffres sont plus courants, mais tu peux trouver des modèles à 4 chiffres pour une sécurité supplémentaire. Choisis un cadenas métallique d'une couleur vive pour sécuriser ton sac et le rendre plus facile à reconnaître. Si tu ne veux pas acheter de cadenas, utilise des colliers serre-câbles. Si ton bagage a des fermetures éclair verrouillables, fais-y passer le plus grand serre-câble qui passe dans les trous. Si ton bagage n'a pas les boucles prévues à cet effet, fais plutôt passer l'attache-câble dans une petite encoche de chacune des fermetures éclair. Dans une poche accessible de ton bagage enregistré, mets des ciseaux, un couteau, une lime à ongles ou tout autre outil pour couper les serre-câbles. Inscris-toi au suivi des bagages. Certaines compagnies aériennes te permettent de le faire via une application mobile. Tes bagages enregistrés seront scannés à l'enregistrement, pendant le chargement dans l'avion, lors du transfert d'un vol à l'autre et à l'arrivée à la destination finale. Tu peux aussi acheter un traceur GPS ou un bagage qui en est équipé. Ne mets jamais d'appareil photo, d'ordinateur portable, de téléphone portable, de tablette et même de disque dur externe dans ton bagage enregistré. Si pour une raison ou une autre, tu dois les enregistrer, assure-toi qu'ils sont complètement éteints, protégés contre toute activation accidentelle et bien emballés. Ta trousse de maquillage, tes bijoux et tes médicaments, surtout ceux sur ordonnance, n'ont pas non plus leur place dans ton bagage en soute. Si tu dois emporter des piles au lithium, mets-les dans ton bagage à main, dans l'emballage du fabricant ou recouvertes de ruban adhésif. Les piles au lithium, dont les électrodes ne sont pas protégées, peuvent entrer en contact avec des objets métalliques non fixés et s'enflammer. Si cela se produit à l'intérieur de la soute, personne ne pourra l'arrêter. Vérifie si ton assurance couvre tes pertes si les choses tournent mal. Si tu as des vêtements ou des accessoires coûteux, opte pour une option de protection supplémentaire auprès de la compagnie aérienne. Sinon, ton indemnisation pour les bagages perdus ou endommagés ne sera pas si généreuse.